Depuis plus d'un an et demi, Intel enchaîne les journées rouges en bourse. Et pour cause, trimestre après trimestre, les résultats sont de plus en plus inquiétants quant à l'avenir de cette entreprise. Dans cette vidéo, nous allons découvrir si la baisse est justifiée ou si c'est le moment parfait pour accumuler des actions Intel. Pour que cette analyse soit le plus précise et réaliste possible, nous allons d'abord nous pencher sur le graphique, ensuite on va voir les fondamentaux et surtout comparer avec AMD qui est le principal concurrent d'Intel pour savoir si la situation est si mauvaise que ça, et ensuite on se basera sur la valeur intrinsèque avec 4 modes de calcul différents. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en fonction de ton profil d'investisseur, Intel peut réellement représenter une opportunité. Quand on regarde le graphique, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que Intel ne s'est jamais remis de l'éclatement de la bulle Internet. Pour preuve, on a de 2001 jusqu'à 2017, donc pendant 16-17 ans, l'entreprise a fait un total sur place qui varie entre 35-90 $, donc on va dire 36 $, et 14-15 $, avec on va dire une médiane aux alentours de 22-23 $, là où le prix se retrouvait le plus souvent. Donc on a vraiment une entreprise qui n'est pas réputée pour être une entreprise qui va vraiment surperformer en bourse, qui va agir un petit peu comme les entreprises technologiques qui vont complètement exploser. Ça peut être expliqué par les dividendes, c'est quasiment une des seules entreprises technologiques à reverser un dividende et à reverser un dividende depuis plus de 23 ans ou 27 ans sans l'avoir réduit. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant, quand on regarde le graphique sur une plus petite période, sur ce qui se passe en ce moment, eh bien on se rend compte que le prix a chuté par rapport au plus haut qui était en 2021, donc on avait plus haut de 2020 et ceux de 2021, donc on va prendre ceux de 2021, le marché a chuté de près de 60%, ce qui représente une très belle baisse. Un autre point maintenant, quand on va réduire dans les unités de temps, on peut voir qu'on a une oblique ici, qui est visible en weekly et qui est encore plus visible en daily, qui vient d'être cassée, qui a été cassée en janvier 2023. Et là, on est en train de visiblement aller faire un retest. Ce retest a été poussé par l'annonce décevante des résultats de l'entreprise. Et on peut imaginer un scénario dans lequel l'entreprise vient ici pour ensuite, pourquoi pas repartir. Si on regarde vraiment juste la configuration graphique qui se trouve devant nous, c'est un scénario potentiel, c'est un scénario à envisager et qui peut se produire. Surtout qu'on peut très bien imaginer que Intel, à l'heure actuelle, a déjà pricé les mauvaises nouvelles. Ça fait quand même un an et demi que les PDG annoncent à chaque réunion, à chaque trimestre, à chaque fois qu'ils révèlent les résultats, ça fait un an et demi qu'ils disent que Intel est dans une mauvaise passe, que la demande à la suite du Covid des matériaux et des ordinateurs a réduit, que ça a impacté tout le monde, et également qu'ils sont dans une situation un peu plus délicate où ils doivent changer certaines structures dans leur business. Donc, le fait que le marché price ça, on peut imaginer qu'on va avoir un rebond. Maintenant, on a un deuxième scénario qui peut arriver et qui semble être largement possible également, c'est pourquoi pas faire du plat, si on revient en arrière, comme on a eu après l'éclatement de la bulle Internet. Vous voyez, un scénario où on va faire du plat, descendre, remonter. Moi, j'imaginerais quand même, avant de faire du plat, je ne vois pas le marché partir à la hausse d'un coup quand même, parce que tant qu'il n'y a pas de bonne annonce, tant qu'il n'y a pas d'annonces qui sont en faveur de Intel, tant que Intel ne commence pas à donner des bonnes nouvelles aux actionnaires, je ne vois pas vraiment l'action totalement exploser. Je la vois plutôt aller ici, faire ça, faire un petit range et potentiellement, si on a des annonces encore plus décevantes au cours des prochains mois, pourquoi pas aller chercher le niveau juste en dessous, pourquoi pas aller chercher un niveau un peu plus bas qui serait ici aux alentours des 20 $. Pourquoi pas aller chercher et jouer avec ce niveau autour des 20 $, éventuellement des 15 $, mais je pense que déjà le niveau autour des 20 $ sera important et sera une bonne zone de rebond, à condition bien évidemment, à mon avis, on ira toucher ici. Les deux scénarios qui feront qu'on irait toucher ce niveau, c'est des annonces encore plus décevantes au prochain trimestre. Et deuxième point, c'est qu'on ait un nouveau crack global sur le marché. C'est-à-dire qu'on ait une nouvelle vague baissière qui arrive sur tout le marché, sur l'S&P 500, etc. Et là, je ne vois pas pourquoi Intel serait épargné par rapport à ça. Donc, quand on parle de point d'entrée pour un investisseur, juste en se basant sur les graphiques, ici, on commence à être sur une opportunité d'achat. La figure qu'on voit apparaître, c'est quand même une figure qui pourrait indiquer un retournement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va 100% avoir un retournement, mais c'est une figure qui va dans le sens d'un retournement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça peut représenter un bon point d'entrée pour un swing trader, pour quelqu'un qui veut saisir une opportunité à l'achat sur Intel.
mais également pour quelqu'un qui veut plutôt faire du DCA. Si aujourd'hui, tu t'en fous un petit peu d'avoir le meilleur point d'entrée, mais tu veux commencer à te positionner sur Intel, le niveau sur lequel nous sommes actuellement aux alentours des $28 représente graphiquement un bon point d'entrée. Et pourquoi pas faire une deuxième entrée aux alentours des $19 si le prix continue sa baisse. Maintenant, il est clair que tu ne peux pas prendre ta décision uniquement en te basant sur les graphiques. Il va falloir aller regarder les fondamentaux pour savoir si Intel peut représenter une bonne opportunité pour un achat. Alors, quand on regarde maintenant les fondamentaux de Intel, on peut voir globalement qu'on a quand même un chiffre d'affaires qui est relativement stable. Et là, je parle vraiment du chiffre d'affaires. Il est relativement stable. On n'a pas une énorme baisse. Alors, on est passé de 79 milliards à 63 milliards. Mais on parle quand même en milliards de dollars. On n'est pas sur une entreprise qui, d'un coup, n'a plus de vente et n'est plus capable de vendre. Là, on a une entreprise qui vend, qui fait un gros chiffre d'affaires. Là où le principal problème que rencontre Intel, c'est sur les résultats nets qui, eux, par contre, sentent une grosse baisse. Donc, c'est les bénéfices nets où on passe en 2021 de 19 milliards à 8 milliards. Donc ça a été divisé par 2 en l'espace d'un an et ça a quand même bien stagné aux alentours de 20-21 milliards pendant 4 ans. Et ça, c'est là où on a le problème sur Intel. C'est parce que visiblement, ils ont trop de coûts, ils ont trop de dépenses pour faire tourner tout ça. Maintenant, ces dépenses, elles ne sont pas vraiment toutes des dépenses. Il y a eu beaucoup d'investissements parce qu'on peut voir qu'entre 2021 et 2022, par exemple, les actifs ont augmenté de presque 20 milliards de dollars. Donc il y a presque 20 milliards de dollars qui ont été investis. Ils sont en train de construire des usines aux États-Unis parce qu'il y a une nouvelle loi qui devrait passer aux États-Unis pour favoriser les semi-conducteurs fabriqués dans le pays. Donc ça devrait bien les aider, le fait qu'ils aient fabriqué des usines aux États-Unis. Et donc, ils ont investi pour plus de 20 milliards quand on voit que la dette, les passifs, ont augmenté que de 5 milliards à peu près. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui viendrait expliquer le fait que que les bénéfices nets soient moins élevés parce qu'ils sont en train d'investir massivement pour le futur. Ils sont en train de se restructurer petit à petit. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va comparer un petit peu les actifs de l'entreprise par rapport à son plus gros concurrent, par rapport à AMD. Si tu regardes bien, on va prendre en 2022, on a 182 milliards d'actifs, 78 milliards de passifs. Ça fait grosso modo 100 milliards en valeur comptable à peu près. Maintenant, tu regardes Advanced MicroStrategy, AMD, on va regarder le bilan. On est à 12 milliards d'actifs pour 4 milliards de passifs. Okay, 12 milliards d'actifs pour 4 milliards de passifs. Et ça, c'est quand même un gros point favorisant pour Intel. On est sur une entreprise qui a plus de 182 milliards d'actifs. Donc globalement, là, bon, il y a beaucoup de brevets. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que c'est très difficile à vraiment jauger en termes de valeur. Mais on peut imaginer, là, si Intel revend tout maintenant, ils ont 100 milliards qui arrivent sur leur compte pour créer un nouveau business, pour faire quelque chose. Il y a 100 milliards en cash pour payer les actionnaires, pour les rembourser, pour quoi que ce soit. Nous sommes donc dans une situation qui n'est pas si mauvaise dans la mesure où les actifs sont en train d'augmenter, les investissements d'Intel augmentent, donc ils sont à la recherche vraiment d'un business model, de quelque chose qui leur permettrait de survivre pour les années à venir. En plus de ça, quand on regarde la dette de Intel, on est sur du A+, A-, donc c'est une très bonne note émise par S&P Global Rating. Donc là, pour le coup, on est sur une entreprise qui devrait pouvoir payer sa dette, qui est solvable, et ça, c'est très bien. Un autre point à mettre en avant par rapport à Intel et que beaucoup de personnes oublient, c'est que Intel, à l'heure actuelle, en employés, ils ont 131 000 employés. Donc je crois que c'est un peu moins, ils en ont à peu près 120 000 en 2021 ou 2022, mais ils ont plus de 120 000 employés, et ça, c'est quelque chose d'assez important. Surtout, encore une fois, quand on compare avec AMD. AMD, c'est 15 000 employés. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 employés de plus chez Intel. Donc, on peut très bien imaginer que Intel va dire, OK, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de personnes qui travaillent ici. Probablement qu'il y a des personnes qui servent à rien. Quand je dis qu'ils servent à rien, c'est aujourd'hui, les boîtes tech, elles se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'employés, de gens qui sont payés pour rien. Il y a même des personnes qui se sont retrouvées à se faire payer des millions par an par Facebook, par Google, juste en leur envoyant des factures sans avoir de preuves qu'ils y travaillaient, etc. Parce que ces entreprises avaient tellement de cash qu'elles employaient des personnes à tout va. Et donc, on peut imaginer que Intel se trouve dans une situation
plus ou moins similaires, alors pas au point de Facebook ou Google, mais dans une situation où il y a des personnes qui sont là mais qui ne servent pas à grand chose, qui sont juste des employés pour montrer que Intel emploie du monde. Donc en faisant un bon dégraissage de ça, ça va faire beaucoup d'économies et on peut très bien imaginer qu'en faisant ce dégraissage, ce soit un dégraissage qui puisse faire économiser 1 milliard par trimestre. Et en économisant 1 milliard par trimestre, on se rend compte que le trimestre qui entre avril et juillet 2022, au lieu de faire 454 millions de pertes, ils auraient enregistré potentiellement un bénéfice de 500 millions de dollars. Et pareil, ici, le trimestre entre octobre et décembre 2022, eh bien, on aurait pu imaginer qu'au lieu de faire 664 millions de pertes, ils auraient enregistré 100 millions, 200 millions, 300 millions de bénéfices parce qu'ils auraient dégraissé les employés, ils auraient employé moins de personnes en faisant vraiment un bilan de qui est utile, qui l'est moins. Ce qu'on vient voir, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que OK, Intel est dans une mauvaise situation, OK, Intel gère moins d'argent, mais elle a largement les ressources en interne pour trouver une solution à ce problème et pour également dégraisser. On voit que Intel fait des ventes, on voit qu'ils ont du chiffre d'affaires, le problème c'est sur le bénéfice, qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de marge, à être assez rentables. Bien, dans ce cas, ils ont des leviers, ils ont des options pour dégraisser les coûts. On voit qu'ils ont beaucoup d'actifs. Peut-être que certains actifs ne sont pas rentables. Ils peuvent très bien les revendre et récupérer du cash pour ça. On voit qu'ils ont énormément d'employés par rapport aux concurrents. Ils peuvent en licencier pour récupérer du cash. Maintenant, on voit qu'ils ont un dividende qui, depuis 24 ans, n'a pas été réduit, qui, à l'heure actuelle, est aux alentours de 5%, il me semble. Eh bien, là, par contre, pour l'actionnaire, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que, globalement, d'après les dires du PDG, l'entreprise devrait continuer de verser son dividende et ne devrait pas le réduire. Pour le moment, il commence le premier trimestre de 2022 en gardant le même dividende, il ne devrait pas être coupé ni réduit, il devrait être stable. Donc si toi, tu es dans une optique d'investissement purement dividende croissant, eh bien Intel ne va pas forcément te correspondre dans la mesure où tu n'attends pas une augmentation du dividende là sur l'année à venir. Maintenant, entrer avec une entreprise à 5,18% de rendement du dividende, faire une entrée là-dessus, ça peut être particulièrement intéressant, surtout si Intel a un bon potentiel de plus-value sur le cours de l'action. Donc ça, c'est quelque chose à voir. Un dernier point à voir avant de passer aux 4 modes de calcul pour la valeur intrinsèque de Intel, j'aimerais mettre l'accent également sur le ratio du cours par rapport à la valeur comptable, qui montre ici qu'on est aux alentours de 1. Donc on s'approche vraiment de 1. En général, quand c'est inférieur à 1, c'est largement sous-évalué. Et donc là, on est à 1,23 pour Intel. À titre de comparaison, pour AMD, on est à 12. Okay, et donc ça revient sur ce que je disais tout à l'heure avec le bilan, la différence entre les passifs et les actifs, où là on a par exemple 8 milliards de valeur comptable, et bien là sur Intel on est à 100 milliards. Donc ça c'est quand même un point sur lequel il faut noter, qui montre vraiment que Intel a des ressources et Intel a quelque chose dans le ventre. Maintenant il est temps de déterminer la valeur intrinsèque de Intel en se basant sur 4 formules en utilisant mon logiciel de valuation. La première, la formule de Benjamin Graham, où là on va mettre une croissance de 0%. Intel est dans une phase de reconstruction, donc sur les prochaines années, les 5-10 prochaines années, il ne faut pas s'attendre à une énorme croissance de l'entreprise. Donc on va mettre 0%, pour certains ça peut être négatif. On va voir. Moi, je pense que c'est vraiment à partir de 2024, fin 2024, qu'on aura une vision un peu plus détaillée de ce qui se passera pour Intel, si c'est une entreprise qu'il faut vraiment dégager de son portefeuille ou pas. Donc là, on met une croissance à 0%. Le yield on AA Corp Bonds, actuellement, il est aux alentours de 4,23. Donc, on se retrouve avec une valeur intrinsèque selon la formule revisitée de Benjamin Graham, parce que je rappelle que la formule de base n'est pas aux normes comptables actuelles. On se retrouve avec une valeur intrinsèque à 23 $. Ce qui est 5 $ inférieur au prix actuel. En se basant sur le modèle du discounted cash flow, on voit qu'on a une moyenne à peu près de 2% d'augmentation sur les 5-6 dernières années. Là, pareil, on ne va pas mettre une grosse croissance. On va imaginer 1% de croissance pour Intel, voire 0. 1%, je trouve que c'est bien pour le free cash flow, pour le cash flow. Et on va mettre un discount rate à 7,6. Donc, c'est ce qu'on a actuellement pour ça. Quand on regarde maintenant, on rajoute le cash, la dette et le nombre d'actions, on aurait une valeur intrinsèque à 38 $. En se basant maintenant sur le multiples valuation, donc on va comparer avec les concurrents entre guillemets. Alors j'ai pas mis AMD volontairement, j'ai mis uniquement Taiwan Semiconductor et TXN
parce que AMD est dans une situation, tu vas voir, on a 45 de PE multiple, ce qui fait que ça fait grimper très rapidement la valeur intrinsèque de Intel. Donc si on prend AMD, on aurait une valeur intrinsèque aux alentours de 84 $. Si on l'enlève, on serait à 53 $. Maintenant, se basant sur le dividende qui augmente de 5% par an en moyenne depuis les 5 dernières années, on va mettre une progression de 1% par an sur les 5 prochaines années. Si on admet que pendant 1 ou 2 ans, il ne bougera pas, le dividende, il restera identique, eh bien on serait sur une valeur ici à 22,34. Ce qui nous fait une moyenne totale à 34 $. Si on applique une marge de sécurité de 20%, il faudrait acheter aux alentours de 27 $. Si on met cette marge de sécurité à 10%, il faudra acheter aux alentours de 31 $. Et si on ne met pas de marge de sécurité, le prix actuellement semble sous-évalué d'à peu près 18% par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Pour conclure cette vidéo, je pense qu'aujourd'hui, si tu envisages d'acheter Intel, tu dois d'abord bien définir ta stratégie d'investissement. Si ta stratégie se base sur de la croissance du dividende, alors Intel ne sera pas forcément une entreprise qui va t'intéresser, étant donné qu'il risque de rester plat pendant quelques mois, quelques années avant de reprendre en croissance. Donc si tu as conscience de ça et que tu l'acceptes, pourquoi pas faire un investissement ? Maintenant, en termes d'investissement totalement value pour aller chercher de la plus-value, je pense que ton capital pourrait être alloué à d'autres entreprises qui pourraient être sous-évaluées et qui ont moins de points noirs que Intel. Maintenant, si tu es prêt à prendre le risque pour Intel, que c'est une entreprise qui te plaît, que tu veux toucher ce dividende à 5,18% qui ne devrait pas être baissé d'après le PDG, ils vont tout faire pour le conserver, quitte à supprimer des emplois. Dans ce cas, tu pourrais allier une potentielle plus-value en plus de toucher tous les trimestres un joli dividende de 5%. Quoi qu'il en soit, le cas Intel est assez complexe et si tu ne veux absolument pas prendre de risques, tu as des entreprises très jolies qui sont sur le marché à des prix très intéressants en ce moment. Si aujourd'hui tu envisages un achat dans Intel ou alors que tu as déjà cette action dans ton portefeuille, il faut savoir qu'avant fin 2024, début 2025, tu ne peux pas savoir si tu dois garder ou pas l'entreprise étant donné que les mesures qu'ils sont en train de prendre feront effet normalement autour de cette période. Donc tu dois avoir absolument conscience et être prêt à attendre plusieurs années avant réellement d'avoir quelque chose de beaucoup moins flou autour de cette entreprise. C'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour récupérer le tableau dans lequel j'ai répertorié 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans en leur attribuant une note. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi également en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Dis-moi également en commentaire s'il y a des entreprises sur lesquelles tu aimerais que je me penche pour une analyse aussi détaillée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!